Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à Joraku, un petit jeu qui nous vient tout droit du Japon et qui est édité par Note Publishing, un éditeur quimpérois. Et écoutez, j'avais envie de vous présenter ce petit jeu, voilà, vraiment d'une petite taille. C'est pas là forcément la coutume sur la chaîne. Je préfère clairement les gros jeux et parfois il y a quelques petites exceptions qui vous interpellent. Et ce petit jeu en fait partie avec un petit jeu à la fois très malin, très astucieux, à une profondeur assez insoupçonnée a priori quand on regarde le jeu. Voilà, surtout pour un format aussi petit. Et donc, vous allez jouer le rôle d'un daimyo, d'un seigneur, qui va devoir s'emparer de territoires. Et ces territoires-là, il devra être le plus puissant sur certains territoires. Donc c'est clairement un jeu de majorité et à la fois un jeu de pli. Et donc ce daimyo, vous aurez des troupes sur les zones et qui vous permettront de faire la majorité là-dessus. Et en même temps, vous aurez ce petit jeu de cartes. Donc je vais vous présenter tout de suite un petit peu le matériel de cette boîte. Donc là, tout simplement les règles, j'ai envie de dire. Donc vous voyez, c'est pas non plus très gros, et tant mieux. C'est un jeu qui a le mérite de sa simplicité. Et aussi, là, je vous présente ça, c'est ce que j'ai récupéré sur BGG, mais je crois que sur les dernières éditions, vous l'avez. Un module solo, un module duo et un module pour jouer à 5. Pourquoi jouer à 1, 2 ou 5? Parce qu'à la base, le jeu, il est je dirais, maquetté, designé pour jouer à 3 ou 4 joueurs. Donc l'avantage de cette configuration, c'est qu'on ne prend pas pour un pigeon avec des modes solo qui ne servent à rien. Là, on rentre directement dans un bon mode de jeu qui est à 3 ou 4 joueurs. Alors moi, c'est ce que j'ai joué. J'ai joué uniquement à 3-4 joueurs. Je n'ai pas essayé le mode solo ni même à 5. Mais c'est là où, a priori, le jeu est le plus percutant. Et vous voyez, c'est un tout petit format. Et il y a du matériel quand même. Donc là, vous avez l'équivalent de petites planches en bois qui va vous servir de plateau de jeu. Et c'est là que vous allez vous résoudre les majorités. Dans le matériel, vous avez aussi, pour chaque joueur qui a donc sa propre couleur, un jeton daimyo. Donc, et des petits cubes qui représentent leurs âmes de petits samouraïs. Voilà. Enfin, vous avez quoi d'autre? Alors là, tout ne va pas rentrer, mais c'est pas grave. Donc, vous avez des 4 aides de jeu. Alors, l'avantage, c'est que ça a été fait aux mêmes couleurs que les couleurs des joueurs. Donc, vous allez pouvoir les donner directement à quelqu'un. Donc, ça a juste le mérite de la visibilité. Le jeu n'est pas asymétrique, mais voilà, c'est peut-être plus clair. Ici, donc je vous le mets de côté. Et enfin, je dirais le concept du jeu, donc le jeu de cartes. Alors, il y a des cartes qui sont restées coincées parce que forcément, j'ai slivé. Moi, en général, je sleeve les paquets de cartes, surtout quand on les mélange souvent. Voilà, donc ça, c'est le petit paquet de cartes. Et enfin, là, vous avez ici des variantes et des cartes daimyo. Voilà, c'est, je dirais, le matériel qui tient dans cette toute petite boîte. Donc, c'est un vrai miracle et un petit génie de design. Donc, les aides de jeu qui reprennent vraiment les règles. Et elles sont très simples, elles tiennent sur un recto verso et vraiment, elles sont très utiles au début pour s'orienter après l'explication de règles. Ici, vous avez un petit truc malin, c'est que les auteurs ont pensé directement à vous faire 6 variantes de jeu. Et les variantes de jeu vont introduire peut-être des changements sur le comptage de points et des petites règles spéciales, différentes, etc., qui ne changent pas le fond du jeu, mais qui peuvent rajouter un petit truc sympathique. Donc là, vous voyez, en plus, vous avez la possibilité de les tirer au hasard directement comme ça, et hop, ça va être la variante sur laquelle on va jouer. Donc évidemment, c'est pour ceux qui connaissent bien le jeu. Ici, vous avez des cartes plutôt jolies, mais finalement, elles ne servent pas à grand-chose. Elles servent juste à déterminer qui sera le premier joueur. Donc, un dé aurait suffi, mais voilà, c'est plus thématique, j'ai envie de dire. Donc, celui qui aura la plus grosse valeur gagnera et sera le premier joueur de la partie. Pour le reste, on a le cœur du jeu, donc c'est vraiment ce jeu de cartes. Donc, c'est pas vraiment un jeu de pli, ça va être vraiment un jeu qui imbrique deux mécaniques. En début de jeu, si vous êtes 3 joueurs, et à la limite c'est repris ici dans l'aide de jeu, donc c'est la distribution des cartes, en sachant que ce jeu, un peu comme dans Ethnos que j'avais présenté sur la chaîne, va se jouer en 3 périodes. Et à chaque période, il va y avoir un système de comptage de points, puisque le but du jeu, c'est de scorer évidemment un maximum de points. Alors pas de points de victoire, ils appellent ça des points de prestige. On est au Japon après tout, donc des points de prestige. Et avec 3 périodes, dont une première qui va principalement se dérouler par là, une deuxième au milieu, et évidemment une dernière partie qui va se dérouler vers Kyoto, qui est ici.
Et donc l'idée c'est quoi? C'est que dans ces 3 périodes, bah, le système de comptage de points pour celui qui est présent sera différent. Et vous allez voir que évidemment il y a un petit système de montée en puissance puisqu'on va scorer beaucoup plus de points, enfin on va scorer des points en première période ici, mais au fur et à mesure qu'on va monter dans le jeu, dans la période de jeu, bah, on pourra scorer par exemple ici jusqu'à 15 points, 10 points ici, tandis que là on est à 7, 6, 5. Vous voyez, le scoring va monter en puissance, ce qui est pas mal aussi pour les joueurs qui apprennent le jeu, parce que ça leur permet même s'ils se loupent un petit peu sur le début, de se rattraper un petit peu sur la fin. En sachant que quand vous jouez à 3 ou 4 joueurs, chacun marque un peu l'autre à la culotte, hein, surtout le premier joueur. Donc le concept du jeu, je peux vous l'expliquer, il est assez simple et pourtant très, très astucieux. Donc si vous êtes à 3 joueurs, bah, vous répartissez directement les cartes, hein. Alors vous en donnez 6 par joueur. Et ce qui est rigolo, c'est que justement, vous allez avoir des cartes qui vont rester inconnues. Donc ça vous a empêché de vraiment connaître parfaitement le jeu. Mais bon, avec de l'expérience, c'est comme au tarot, vous connaissez les couleurs des cartes. Donc justement, en ce qui concerne le tarot, le but du jeu, évidemment, c'est de remporter des plis de manière générale. Et comment on les remporte? Eh bien, le premier joueur va choisir une carte d'une valeur qu'il décide, peu importe. Et celui qui aura parmi les joueurs la valeur la plus haute, eh bien, remportera le pli. Je vous expliquerai plus tard à quoi ça sert de remporter le pli, évidemment. Donc, pour en revenir sur mon principe, je pose par exemple mon 3 jaune et les autres joueurs vont devoir, dans la mesure du possible, jouer des cartes jaunes. Si je joue celui qui va le gagner, c'est évidemment celui qui a la valeur la plus haute, mais attention, voilà, la valeur la plus haute, vous avez une carte un petit peu joker, c'est la carte ninja, qui, elle, perd quasiment dans toutes les circonstances, sauf si vous jouez un ninja sur un 6. Voilà. Si quelqu'un joue un 6 et vous jouez un ninja, bah, vous avez gagné la bataille. Voilà. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez pas la couleur demandée? Eh bien, si vous n'avez pas la couleur demandée, vous jouez n'importe quelle autre couleur, en sachant que la règle de la valeur est toujours active, et c'est-à-dire que celui qui a la plus haute valeur va quand même la gagner. Voilà, c'est pas une notion, il n'y a pas de notion d'atout, il y a juste une notion de valeur, et c'est la plus haute valeur qui va gagner. Mais pareil, si vous posez un ninja, quelle que soit sa couleur, puisque au début c'est du jaune qui est demandé, bah vous gagnez quand même avec le ninja. Donc un petit jeu de pli a priori plutôt simple, avec des petits twists avec le ninja, mais c'est pas tout. En fait, le jeu, et c'est là où il va tirer sa profondeur, c'est qu'en fonction de la valeur de la carte que vous posez, vous allez pouvoir poser des pions, donc des armées, pour justement gagner ce jeu de majorité en fonction de la valeur de la carte. Alors, enfin, si vous jouez par exemple une carte de 2, donc c'est a priori une petite valeur, c'est pas une carte très intéressante, et bien justement vous allez pouvoir poser entre 0 et 3 pions samouraï en zone 2. Voilà, donc a priori on a plutôt envie d'en poser 3, on est bien d'accord. Ou sinon vous avez le choix d'avoir ce qu'on appelle des points d'action. Les points d'action, bah, là encore ça fait partie un petit peu du cœur du jeu. Les points d'action, ça vous permet à quoi? Eh bien, ça vous permet, si vous avez un daimyo dans la zone, eh bien de bouffer les autres joueurs, c'est-à-dire de gagner les batailles. Votre daimyo, c'est votre personnage un peu tueur, donc c'est votre pion tueur. Et chaque point d'action lui permet de détruire un pion adverse. Voilà. Donc si j'ai 2 points tout court, bah, pour 2 points, je fais 1 et 2 points d'action. J'ai tué 2 samouraïs. Voilà, du jaune. Et ça vous sert aussi à quoi d'autre? À déplacer vos daimyo. Vous voyez que les daimyo, comme c'est des tueurs, bah, ils n'ont parfois besoin de se déplacer pour aller tuer d'autres. Ou ça vous permet de déplacer vos petits cubes d'une case dans le sens où vous voulez. Alors pourquoi cette notion de point d'action est importante? Bah, comme vous l'avez vu, ça permet de détruire les pions adverses, mais surtout ça permet de se déplacer. Et comme en début de jeu, c'est plutôt dans les zones 5 et 6 que vous scorez, bah, au début on a plutôt tendance à mettre tous ces pions dans la première période vers cette zone-là. Sauf que bah, comme la période va évoluer, bah, on va être tenté justement d'aller vers Kyoto, de monter vers Kyoto, c'est le Joraku. Et donc, vous allez devoir utiliser vos points d'action plutôt que de placer des pions supplémentaires. En plus, quand on connaît un peu le jeu, vous avez seulement une limite de 10 pions samouraï. Et ça veut dire qu'après la fin de la première période, en général, vous n'avez quasiment plus de pions à mettre. Donc, limite, ça peut vous rendre service quand un autre joueur vous détruit vos pions. Parce que ça vous permet de récupérer des troupes que vous allez pouvoir placer là où ça vous arrange. Donc, voilà pour le concept de base. Donc, jeu de pli et jeu de placement.
Alors, à quoi ça sert de gagner justement ce pli? Quand vous gagnez ce pli, bah, vous prenez la carte en référence. Alors, je sais plus où je l'ai mise. Donc, vous avez une carte référence, voilà, c'était celle-là, et qui vous indique qu'est-ce qui va se passer. Donc, on va regarder qui a gagné la partie, enfin la partie, par exemple. Donc, on va dire que c'est le vert qui a gagné. Le vert a gagné, et on regarde dans quelle localité est situé le daimyo vert. Donc, ceci est un daimyo. Et on regarde le nombre de points de force que nous avons. Il faut savoir que chaque petit pion samouraï vaut 1 point et chaque daimyo vaut 2 points. Et donc, celui qui a le nombre de points de force le plus élevé gagne 3 points. Celui qui arrive en deuxième gagne 2 points. Et celui qui arrive en troisième, s'il y en a un, gagne 0 points. Si vous êtes tout seul dans votre zone, bah vous gagnez 3 points et puis fin de l'histoire. Si par exemple vous êtes le vert, vous gagnez le pli, mais que le jaune est supérieur à vous, bah, c'est le jaune qui marque 3 points et vous simplement 2 points. Vous voyez, donc gagner un pli c'est bien, mais des fois ça peut être dans des configurations qui est un peu désavantageuses paradoxalement. Donc vous voyez, il y a une petite finesse tactique dans ce jeu-là. Autre chose, là c'est pour chaque pli. Donc évidemment, une fois que vous avez fait vos 6 plis, quand vous êtes dans une partie à 3, bah, c'est la fin de la période. Et c'est là qu'on va rentrer dans le scoring justement des régions. Donc à la première période, bah, celui qui est majoritaire, qui est premier ici, bah, il gagne 7 points. Celui qui est deuxième gagnera 4 points. Si là vous êtes en première période, bah, vous scorez seulement 4 points, etc., etc. Ici, vous voyez bien que il n'y a que le premier qui va gagner 2 points et l'autre va gagner 0. Donc vous voyez, c'est plus intéressant de se battre dans une première période dans ces zones-là. Et au fur et à mesure du jeu, bah, vous allez vous précipiter, enfin vous décaler dans la mesure du possible vers la gauche, faire avancer vos pions avec des points d'action pour justement avancer. Alors, ce qui est rigolo, c'est que justement, pendant la partie, bah, les cartes qui valent 1, au début, elles ne vous intéressent pas parce qu'elles vous rapportent pas beaucoup de points. Elles vous permettent seulement de mettre des pions en zone 1 qui ne rapportent rien dans la première période. Elles vous permettent éventuellement, si vous avez déjà placé tous vos pions, seulement de gagner 1 point d'action. Et à coup sûr, vous ne gagnerez pas le pli avec cette carte-là. Donc, elles ne sont pas très intéressantes. Sauf qu'à la troisième période, bah, pouvoir poser 3 pions ici, dans cette zone-là, bah, c'est quand même 10 points de victoire pour celui qui arrivera premier. Donc, ça devient des cartes qui, en troisième période, sont déjà beaucoup plus intéressantes. Pareil, les cartes 6, que ce soit la première ou en début de période, elles sont très intéressantes parce qu'elles vous permettent de poser 3 cubes en zone 6 ou elles vous permettent d'avoir 6 points d'action. Donc, par exemple, de tuer 3 jaunes ici et de vous déplacer à gauche, par exemple, et avoir encore des points d'action. Donc, c'est assez intéressant. Sauf qu'à la fin, au troisième âge, bah, ça ne sert pas tellement de poser 3 pions, on va dire, sur la zone 6. Hein. En zone 6, dès le deuxième, voire troisième période, ça ne rapporte plus que 0 points. Donc, vous voyez, les valeurs des cartes vont avoir des effets différents selon les périodes. Enfin, des avantages différents, parce que la valeur ne bougera pas. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si j'ai forcément été très, très clair, enfin j'ai essayé de l'être sur les règles. Mais voilà, c'est un petit jeu, il faut y jouer 2-3 plis et au bout de 2-3 plis, vous avez compris le jeu. Au bout d'une partie, vous vous dites « Waouh, le jeu est finalement beaucoup plus compliqué qu'il n'en a l'air ». C'est-à-dire que vous allez devoir vraiment vous adapter en fonction des périodes et bah, vous allez interagir clairement avec les autres joueurs qui forcément vont essayer de se positionner pour être premier, deuxième ou troisième et de faire des petits calculs d'apothicaire peut-être, mais pour scorer un maximum de points de victoire. Et puis pareil, remporter des plis c'est bien, mais ça ne suffit pas. Alors autre petit twist très intelligent hein, qui a été mis dans le jeu, vous vous dites voilà, il suffit de piocher les 6 meilleures cartes et tout est bien. Bah, alors déjà les meilleures cartes ça dépend de la période dans laquelle vous êtes, mais il y a aussi un truc marrant, c'est que au début de chaque période, vous recevez vos cartes, mais vous allez en donner 2 à votre voisin de gauche. Et votre voisin de droite, donc, va vous donner 2 cartes à lui. Et donc, c'est rigolo parce que vous allez pouvoir, par exemple, en début de partie, lui pourrir sa main avec 2 cartes pourries comme celle-là. En plus, vous aurez vous-même l'information qu'en rouge, il a vraiment des cartes pourries. Donc, il sera obligé de les jouer. Donc, vous jouerez votre 3 et lui, il sera obligé de jouer son 1 ou son 2. Donc, vous serez un peu tranquille. Donc, il y a un phénomène de connaissance. Et en plus, eh bien, voilà, ça vous force à recevoir 2 autres cartes, peut-être pourries, qui vont un peu modifier votre main, votre façon de jouer, etc., et qui n'étaient pas forcément prévues dans l'équation de base. Donc là encore, vous voyez, ce jeu recèle de plein de petites subtilités, et au final, vous vous retrouvez sur un jeu qui dure seulement 3 quarts d'heure,
avec de la majorité, avec un petit peu de confrontation et un peu un jeu de cartes, un jeu de pli, quoi, un jeu de cartes, quoi. Donc voilà, et en plus, moi ce que j'adore, c'est que ça tient vraiment dans une toute petite boîte, et ça vraiment facile à ranger, facile à transporter en vacances, en voyage, en week-end, partout, même au boulot le midi. Vous voyez, c'est vraiment assez idéal comme format. Donc c'est vraiment un jeu pour lequel j'ai eu un très bon coup de cœur. Il suffit d'y jouer une fois, deux fois, trois fois, voilà, vous pouvez y jouer comme vous voulez et il est vraiment très très intéressant. Alors en plus, je ne vous ai pas donné le prix, mais je crois qu'il est aux alentours de 10 euros. Alors des fois, vous le trouvez à 12, 13, des fois il est à prix cassé à 7 ou 8 euros. Donc vous voyez, pour vraiment le matériel est chouette, les cartes sont belles, l'ambiance est sympathique. Donc vraiment, il y a aucune raison de ne pas craquer pour ce jeu qui bizarrement a été en promotion à un moment, mais bon, ça arrive. En tout cas, un gros coup de cœur pour ce jeu. Bah, j'espère que vous aurez peut-être l'occasion d'y jouer et bah, n'hésitez pas à laisser vos commentaires si ce jeu vous a plu ou finalement vous ne l'avez pas aimé du tout. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas à le partager. Et bah, comme on dit toujours, hein, si vous n'êtes pas abonné, bah, c'est le moment de vous abonner. Un petit pouce vers le haut fera plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Feel the Game. Au revoir.